Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire sur la désinformation climatique, organisé donc par Jeunes Reporters pour l'environnement, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école du Clémy. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, simplement pour information, le webinaire sera filmé et enregistré afin de repartager le replay aux absents ou alors aux personnes qui seraient intéressées de l'avoir et de le repartager derrière. N'hésitez pas à couper vos micros pour éviter toute interférence. Voilà, ce sera plus pratique et plus simple. Avant de commencer, je me présente. Donc, je suis Mégane Bérou, responsable du programme Jeunes Reporters pour l'environnement, porté par l'association Terre Agir, une association d'éducation au développement durable. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Arnaud Benoît, responsable data chez Cota Climat, qui interviendra dans quelques instants pour vous parler du traitement des enjeux écologiques dans les médias aujourd'hui. On va être ensemble pendant environ 1 heure. Avec Arnaud, on a découpé donc le webinaire avec donc, 30 minutes, 30. On va essayer de rentrer dans les 30, 40 minutes de présentation entre Arnaud et moi. Et ensuite, on laissera 15-20 minutes de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas lors de ce temps d'échange à la fin du webinaire à poser vos questions, soit dans le chat, soit en levant la main et en désactivant votre micro, en activant votre micro, pardon. Et si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez aussi bien évidemment les poser dans le chat. Pour éviter de trop déborder, on verra avec Arnaud si on a le temps d'y répondre au fur et à mesure, mais on prendra plutôt ces questions-là à la fin, on remontera dans le chat et on y répondra ensemble. Voilà pour cette petite introduction. Je vais maintenant, si tout est clair et que vous m'entendez bien, je vais passer la main à Arnaud et puis voilà, bon webinaire et merci encore de votre participation. Merci beaucoup, Mégane, et bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, super. Ok, super. Parfait. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait chez Cota Climat et vous présenter un certain nombre de constats qu'on partage aujourd'hui sur la couverture médiatique des enjeux environnementaux et plus récemment tous nos travaux sur la désinformation. Déjà, Cota Climat, qui est ce qu'on est? On est une ONG qui œuvre à améliorer la couverture médiatique des enjeux environnementaux et plus récemment à lutter contre la désinformation climatique dans les médias traditionnels. Pourquoi on fait ça dans les médias traditionnels et pas, par exemple, sur les réseaux sociaux? C'est à cause du rôle clé des médias dans la transition, dans la formation des perceptions et dans la mise à l'agenda des sujets environnementaux. Ça, par exemple, c'est une citation du GIEC qu'on aime bien rappeler. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions et de la compréhension et de la volonté du public à agir vis-à-vis du changement climatique. Historiquement, Cota Climat s'est lancé en 2022 pendant la campagne présidentielle autour du constat que les sujets environnementaux n'étaient pas du tout mis assez à l'agenda. Et l'affaire du siècle avait évalué le temps d'antenne dédié aux enjeux climatiques à autour de 2-3% pendant la campagne. Et c'est ce qui avait un peu lancé les réflexions autour de Cota Climat. Le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait un double problème. Premièrement, d'une faible quantité d'informations, c'est-à-dire qu'on parle peu d'environnement. Et quand on en parle, la tonalité aussi peut porter à débat. On voit que c'est une information qui est très centrée sur les crises, donc plutôt en réaction notamment à des événements climatiques extrêmes, donc assez anxiogène, peut tourner vers les solutions. Et donc ça peut créer un écart entre l'intérêt du public pour des sujets plus positifs, des sujets plus axés sur les solutions, et une offre médiatique qui est à la fois pauvre en volume et qui peut être anxiogène, et sans parler encore de notre autre travail sur la partie des informations. Du coup, notre approche vise à renforcer le rôle des médias comme contre-pouvoir et comme garant d'une information intègre. Et on fait ça autour de 3 volets. Le premier, c'est la production de données. L'idée, c'est toujours de partir d'un constat qui est documenté. Et ça a été rendu possible avec différentes avancées techniques que je présenterai brièvement pendant cette présentation. On a une partie veille médiatique qui consiste à interpeller et dialoguer avec les médias pour démontrer que les attentes de la société civile, enfin, présenter les attentes de la société civile et éventuellement voir là où elles sont répondues et là où elles ne sont pas répondues.
Et enfin, un travail de plaidoyer pour porter des solutions structurelles, travailler au plus près des cadres de régulation, mais aussi auprès de la déontologie journalistique, pour éventuellement faire évoluer les pratiques sur ces sujets-là. Pourquoi plus récemment on s'est intéressé à la désinformation? Déjà parce que, encore une fois, comme je disais, les médias ont un rôle prescripteur, et la désinformation, si elle devient présente au sein des médias traditionnels, gagne encore plus en légitimité pour ensuite être repliquée sur les réseaux sociaux. Et aussi parce qu'on est directement impacté par ces vagues de désinformation et qu'au-delà d'être un rempart contre la désinformation, les médias ont aussi un rôle d'alerte et de protection des citoyens. Ici, on vous a recensé un certain nombre de unes qui recensent des cas où la désinformation en ligne a eu des conséquences très concrètes, notamment lors de la réponse à des événements climatiques extrêmes, sur la réponse des secours, sur la santé de la population, sur la réaction. Donc, par exemple, en Espagne, de faux numéros d'urgence ont circulé. En Floride, des gens ont refusé de quitter leur maison car ils ne pensaient pas que la menace était sérieuse. Dans les Caraïbes, beaucoup de faux contenus en ligne ont perturbé les canaux officiels d'information. Ou encore en Angleterre, à cause de fausses informations sur le déraillage et la destruction d'un pont, ça a affecté tout le transport ferroviaire pendant une demi-journée dans la région. Tout ça pour dire que la désinformation, elle existe, elle est présente, et que les médias ont un rôle de rempart contre cette désinformation et aussi d'acculturation auprès du public pour sensibiliser sur ces sujets. Quelques mots tout d'abord sur les Français et l'information, sur la manière qu'ont encore les gens de s'informer, parce que souvent on vient nous dire qu'on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, cependant les médias traditionnels sont encore fortement présents, évidemment, et ont un rôle essentiel à jouer. Les JT d'information sont, d'après le dernier baromètre La Croix-Verrian, la première source d'information des Français, devant les chaînes d'information en continu, la presse régionale, puis enfin les réseaux sociaux. 63% des Français regardent la télé quotidiennement. Et en termes de fiabilité de l'information, d'après le même baromètre La Croix-Verrian, les proches sont la source d'information dans laquelle les Français ont le plus confiance, juste devant les JT d'information et la presse, particulièrement la presse régionale. Donc, les médias traditionnels sont encore la première source d'information en volume, mais aussi garant en confiance et en crédibilité d'information pour les Français. Cependant, je voulais aussi mettre en avant une statistique qui est que seulement 11% des Français aujourd'hui paient pour de l'information en ligne. C'est par exemple 2 fois moins qu'aux USA et 4 fois moins qu'en Norvège, ce qui est quand même un taux encore assez faible, et on en parlera à la toute fin dans les pistes et les propositions d'action, notamment sur le volet citoyen. Mais payer, en tout cas financer une information de qualité et intègre, semble être, en tout cas d'un point de vue citoyen, un acte d'action, un levier facilement accessible pour agir sur ces sujets-là. Plus globalement sur l'environnement, est-ce qu'on parle assez d'environnement? L'ADEME aujourd'hui estime que, en gros, un tiers des Français trouve qu'on parle trop d'environnement, un tiers trouve qu'on en parle justement, et un tiers juge la couverture climatique insuffisante. Voilà pour quelques statistiques aujourd'hui sur ce que disent les sondages et les études sur la manière de s'informer des Français et les attentes des Français sur ces sujets. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que Quota Climat fait pour mesurer la couverture des enjeux médiatiques, des enjeux environnementaux au sein des médias traditionnels? Quota Climat fait partie d'un consortium d'acteurs qui s'appelle l'Observatoire des médias sur l'écologie, constitué d'un certain nombre d'acteurs de la société civile, donc parmi les ONG Quota Climat, mais aussi Expertise Climat, Plus de climat dans les médias, Data for Good et Éclaircie, ainsi que des acteurs privés, Mediatry, Eleven, et des financements institutionnels et publics, le soutien de l'ARCOM, un financement initial de l'ADEME et maintenant des financements du ministère de la Culture. Donc ça a été créé en novembre 2024 pour créer un outil open source, live, public, pour objectiver la couverture des enjeux environnementaux au sein des médias. Concrètement, l'idée c'est de produire, et vous pourrez, je mettrai le lien du site dans le chat après, mais vous pourrez aller le voir suite à cette intervention. L'idée c'est de produire un monitoring en temps réel avec une donnée fiable, unique de référence. Toute notre méthodologie est open source, revue par des scientifiques, pour évaluer
le traitement médiatique des enjeux écologiques. Et ça sur plusieurs périmètres, et le périmètre il a pu évoluer au cours du temps. Initialement sur 18 chaînes de télé et radio au sein des programmes d'information. Donc on vient vraiment mesurer les JT et quelques émissions d'information particulières. On ne vient pas forcément mesurer l'effort éditorial global au sein des programmes, notamment de divertissement, mais vraiment au cœur des programmes d'information qui, comme on l'a vu, sont encore aujourd'hui la première source d'information et de confiance auprès des Français. Donc ça, on a lancé sur l'audiovisuel en 2024. On a étendu à la détection de la désinformation courant 2025 sur l'audiovisuel. Et tout récemment, début 2026, on vient d'étendre le périmètre de l'Observatoire à la presse écrite, avec pour l'instant 55 titres qui sont monitorés, donc toute la presse quotidienne nationale et une bonne partie des principaux titres de la presse régionale. On couvre en gros 60% en volume de diffusion de la presse régionale, avec les principaux titres, à l'exception notable de Ouest France, qu'on va essayer d'inclure prochainement, parce que c'est évidemment un acteur incontournable de la presse régionale. Donc, qu'est-ce qu'on vient mesurer concrètement? Notre but, comme je disais, c'est d'objectiver le traitement médiatique des enjeux environnementaux, et pour ça, on va s'intéresser via le prisme des 3 crises environnementales. Crise climat, crise biodiversité et crise des ressources. Au sein de chacune de ces crises, on peut aller un peu plus loin dans les sujets abordés, et nous, on s'intéresse notamment à comment on vient parler de ces crises. Est-ce qu'on vient présenter des concepts un peu généraux pour décrire ce qui se passe, parler par exemple du réchauffement climatique? Est-ce qu'on vient présenter les causes de ce réchauffement climatique, donc les énergies fossiles par exemple? Est-ce qu'on vient évoquer les conséquences, les canicules, les inondations? Ou est-ce qu'on vient parler de solutions, que ce soit des solutions d'adaptation et d'atténuation? Donc pour chacune de ces 3 crises, on va mesurer vraiment les segments qui viennent parler de chacun de ces maillons de la chaîne causale. On a également la possibilité de s'intéresser à quel secteur est le plus mis en avant quand on vient parler d'environnement dans les médias. Donc on moniteur environ 1000 heures par semaine sur les différents programmes d'information des 18 radios et télé que je vous ai présentés dans le périmètre. Et du coup, sur la presse écrite, on vient analyser tous les articles qui sont produits et on vient mesurer la part d'articles qui traitent de ces différents sujets. Sur l'audiovisuel, donc quelques résultats. Ça, c'est vraiment le graphe d'entrée, je dirais, de l'Observatoire, ce qu'on présente sur le site. Ce qu'on vient mesurer, donc, c'est la part d'antenne allouée aux différents sujets environnementaux. Et donc ça, on peut le voir en moyenne, par exemple, sur toutes les chaînes dans le temps, et le voir évoluer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a globalement, en moyenne, autour de, selon les années, entre 4 et 5% du temps d'antenne qui est alloué aux enjeux climatiques. Ça varie un petit peu dans le temps. En 2024, on était à 3,7% du temps d'antenne. En 2025, on est passé à 4,9%, mais tiré à la hausse par les fortes canicules qu'on a eues à l'été. Donc, c'est les 2 pics qu'on peut voir sur la droite du graphique, puisqu'on peut voir que l'actualité, principalement audiovisuelle d'ailleurs, est très sensible aux événements climatiques extrêmes et à l'actualité chaude, quand il va y avoir un sujet, notamment politique ou international, climatique qui intéresse. Sur l'Observatoire, vous pouvez aller voir ce détail-là pour les différentes crises, et on peut aussi voir le détail par média. Dans les médias qui traitent le plus d'environnement, sur leur programme d'information, on retrouve en radio RFI, en télé, en radio RFI France Inter, France Culture, et en télé plutôt Arte. Dans les télé et radios qui en parlent le moins, c'est plus souvent dans les chaînes d'information en continu et les radios, principalement Europe 1, LCI et CNews. Si on fait un zoom sur une année en particulier, donc l'année dernière, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a des temps forts et des temps faibles dans l'année, et ça correspond souvent à des momentum ou politiques ou des momentum climatiques. Par exemple, l'année dernière, on a pu voir à l'occasion de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan, un premier pic et notamment une forte évolution sur les sujets biodives, des grands pics au moment des canicules, mais aussi des pics au moment des temps forts politiques, principalement la programmation pluriannuelle de l'énergie et la PPL du plomb sur l'agriculture,
ainsi qu'enfin, comme vous pouvez le voir en novembre, un pic à l'occasion de la COP. Ce qui est intéressant, c'est par exemple ensuite de voir comment les médias se sont emparés ou non d'un momentum particulier. Et on peut voir par exemple sur la COP des asymétries extrêmement fortes, certains médias qui couvrent beaucoup plus la COP et l'environnement à l'occasion de la COP que d'autres. Par exemple, RFI qui a couvert 20 fois plus la COP que CNews en proportion de son temps d'antenne, ou par exemple France Info Radio qui a couvert 5 fois plus que CNews sur la même période. Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on peut aller voir sur l'observatoire en s'intéressant. Et en allant zoomer sur certains momentum, on peut voir que CNews, à l'occasion de la COP, par exemple, a fait baisser sa couverture des sujets environnementaux, qui est déjà pas très élevée, là où d'autres médias s'en sont emparés, en ont fait un sujet d'actualité à minima pendant la COP. Donc voilà, dans les grandes lignes, les bilans qu'on a pu tirer de l'année 2025, en moyenne, on est sur 4,9% du temps d'antenne des programmes d'information consacrés aux enjeux environnementaux, avec des différences assez fortes, comme je disais, entre les médias. Il faut savoir que donc, les médias qui en parlent le moins, on est autour de 1,5% en moyenne, là où les médias qui en parlent le plus, on est autour de 10% en moyenne. Quelque chose qu'on a constaté l'année dernière, c'est une augmentation de la couverture des enjeux biodiversité qui a atteint des records depuis qu'on mesure, donc à savoir depuis début 2023. Donc avec presque 2,6% du temps d'antenne. Parce que ça, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais historiquement, ce qu'on constate, c'est que la couverture des enjeux environnementaux, et peut-être qu'on peut le voir si je reviens sur ce graphique-là, alors du coup moins parce que ça a évolué l'année dernière, mais historiquement, elle a été fortement tirée par la couverture de la crise climatique, donc la courbe orange, là où la courbe de la biodiversité en vert et la courbe des ressources en violette étaient historiquement plus basses. Et ce qu'on a vu, c'est que l'année dernière, pour la première fois, la courbe de la biodiversité, le traitement de la biodiversité s'est rapproché de celui de la crise climatique, même si ça reste quand même en moyenne encore inférieur. Enfin, dernier point que l'on tire du bilan de l'année dernière, c'est, et j'y reviendrai après dans une partie dédiée, sur la désinformation, le fait que la désinformation existe au sein des médias traditionnels. Alors on parle plutôt, nous, de mésinformation, et j'expliquerai concrètement quelle est la différence entre désinformation et mésinformation. Mais pour vous dire qu'on détecte on détecte 13 cas par semaine de désinformation sur les segments d'information qui parlent de climat. Donc on n'est pas sur l'entièreté en plus du programme, on est sur une petite partie de la couverture médiatique totale, et pourtant on arrive toutes les semaines à détecter plus de 10 cas de mésinformation par séquence qui sont prononcés. Et vous le verrez, c'est particulièrement vrai pendant des pics, notamment lors de débats politiques sur la stratégie énergétique de la France, qui a coïncidé avec notre plus fort pic de désinformation dans les médias traditionnels. Là, on a mis quelques cas récents de traitement médiatique parce que on fait tout un travail, donc l'observatoire va produire des données quanti, mais c'est toujours intéressant d'aller ensuite comparer ça avec des données quali, et c'est ce que notamment Cota Climat a fait beaucoup avec son travail d'interpellation dont je parlais au début, avec des posts sur les différents réseaux quotidiens pour présenter différents cadrages, des cadrages qui semblent pertinents, qui semblent présenter beaucoup des angles du problème, et des cadrages peut-être où certains aspects du problème vont manquer. Ici à gauche, pour résumer, on a mis un screenshot de la couverture des JT des inondations qui ont pu se produire en début d'année. Et ça, on a fait un peu toute une étude entre notamment la presse, dont je parlerai juste après, les JT. On a remarqué que la presse régionale s'est beaucoup emparée des sujets, notamment dans les régions qui étaient le plus touchées, et ils se sont massivement emparés du sujet, à la fois pour décrire les inondations, mais également pour présenter des solutions. Là où, au sein des JT, quand on fait un traitement un peu plus qualitatif, on se rend compte que la couverture a été assez passive, avec des angles de cadrage qu'on retrouve régulièrement dans les JT, à savoir très axés sur les sinistrés, très axés sur interviewer des gens qui ont été impactés, et donc sur les conséquences des solutions, et peut-être moins de reportages sur les solutions d'adaptation et d'atténuation sur ces sujets-là. Enfin, plus récemment, on a fait un focus et avec des chiffres qui vont sortir la semaine prochaine sur une analyse de la couverture des enjeux environnementaux pendant les municipales. Ici, on vous met un exemple un peu plus qualitatif de débats et interviews de candidats qui ont pu avoir lieu, notamment ici, avec le débat qui a eu lieu sur la ville de Marseille
dans la matinale de France Inter pour montrer que sur ces cadrages-là, l'environnement a été encore un des grands absents de la campagne. C'est donc, comme je disais, ce qui avait lancé Quota Climat en 2022, le constat que ça avait été le grand absent des débats en 2022. Et malheureusement, on a constaté pendant la campagne municipale cette année que l'environnement a encore été un grand oublié des débats. Par exemple, sur cette matinale, elle a principalement été sur les 20 minutes, on a parlé 5 minutes de sécurité, 5 minutes de narcotrafic, 3 minutes de propreté, 5 minutes de rénovation et construction des écoles et très peu de climat juste à la toute fin. Donc ça, c'est un exemple de cadrage qui existe encore qui est très d'actualité puisque c'était le cas pendant les campagnes municipales. Maintenant, je vais vous présenter quelques résultats et chiffres qu'on obtient sur la presse écrite et aussi un peu la méthodologie rapidement. Alors là, c'est le seul graphique où je vais mettre en regard ce qu'on constate sur l'audiovisuel et la presse écrite. Comme je disais, sur l'audiovisuel, on vient mesurer une part de temps d'antenne des programmes d'information alloués aux enjeux environnementaux. Dans la presse écrite, on vient mesurer une proportion d'articles qui parlent d'environnement. Donc, comme on ne compare pas exactement la même chose, on regroupe ça sous un même proxy. Donc, quand on va parler de X% de couverture, on va quand même mettre en regard ces chiffres, mais ce pourcentage n'est pas exactement la même chose. Donc, on présente les résultats séparément, même si on peut tirer des constats, des similitudes, mais aussi des différences entre le traitement médiatique qui est fait au sein de l'audiovisuel et de la presse écrite. Donc là, ce que vous avez, alors désolé, les différences de couleurs ne sont pas hyper fortes, mais ce que vous avez en bleu un peu plus foncé, c'est la courbe que je vous avais présentée tout à l'heure sur l'audiovisuel. Et ce qui est dans un bleu un peu plus clair, c'est ce qu'on a obtenu donc sur la presse écrite. En moyenne sur 2025, on a une couverture qui est un peu plus élevée dans la presse écrite que sur l'audiovisuel, qui est à 6% en moyenne versus 4,9% l'année dernière sur l'audiovisuel. Et surtout qui nous semble légèrement moins sensible à l'actualité chaude. Et ça, on le voit parce que en fond, la courbe est bien supérieure, et lors des pics, à la fois vers le haut, mais aussi vers le bas que connaît l'audiovisuel, on voit que les pics sont moins marqués dans la presse écrite, qui semble donc faire un traitement plus de fond et un peu moins en réaction à des événements, et notamment des événements climatiques extrêmes. Quand on regarde un petit peu plus dans le détail par typologie de presse, en pourcentage de couverture, on voit qu'en pourcentage, le nombre d'articles produits, le pourcentage d'articles produits au sein de la presse nationale est supérieur à celui de la presse régionale, autour de 8,1% des articles au niveau national qui traitent de sujets environnementaux contre 4,6% au niveau régional. Il faut cependant quand même insister sur le fait que la presse régionale produit un volume d'articles énorme par rapport à la presse nationale. Donc, en pourcentage, on est certes peut-être inférieur au niveau de la presse régionale, mais en termes de volume, et ça on le verra plus tard sur la mise à l'agenda de certains sujets, la presse régionale fait un travail très fort de mise à l'agenda. Et donc ça, on n'a pas eu le temps de vous rajouter les enseignements qu'on vient de tirer sur le traitement des municipales, mais sur un certain nombre de thématiques clés qui auraient dû être traitées au sein des municipales. Donc par exemple, la végétalisation des villes, les mobilités douces, les transports en commun, la voiture, l'alimentation, la pollution. Sur ces différents sujets, on s'est rendu compte que seule la presse régionale s'en est emparée et a fait une couverture de ces sujets. Donc au niveau national, on a été vraiment sur une couverture extrêmement faible des sujets environnementaux et de ces différentes thématiques. Et seule la presse régionale a, en volume, fait un effort, notamment sur la végétalisation, où les statistiques et les graphiques sont marquants. La presse régionale en a fait un sujet phare pendant les municipales. Donc, quand on présente ce graphique, on pourrait se dire « Ah, la presse régionale fait un effort éditorial bien moindre que la presse nationale ». En relatif, c'est peut-être vrai, mais en volume, ils ont un rôle essentiel à jouer dans la production d'articles environnementaux. Ici, on peut regarder à la maille donc, des différents médias du périmètre, ce qu'on peut faire aussi sur l'audiovisuel. Quelque chose qui est assez frappant, c'est que les acteurs, les médias économiques, en proportion, en volume d'articles, apparaissent en tête. Et ça, c'est intéressant parce que c'est marqueur d'une grande proximité entre les thématiques économiques et environnementales. Un des grands sujets qu'on pousse
Quota Climat. Et dans nos discussions avec les médias, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. C'est qu'une manière de faire monter quantitativement cette couverture des enjeux environnementaux n'est pas forcément de faire que des longs articles, des longs reportages de fond dédiés sur le sujet, mais c'est d'avoir une approche très transversale, puisque finalement, quand on vient parler de santé, quand on vient parler de pollution, mais quand on vient parler également d'adaptation des entreprises au changement climatique, les enjeux environnementaux sont toujours présents. Donc en fait, le sujet de transversalité, c'est quelque chose qu'on pousse pour faire mécaniquement augmenter la couverture des enjeux environnementaux, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les titres économiques, donc la Tribune, les Échos, en fait, font déjà cet effort de transversalité, non seulement, enfin, parce que notamment l'environnement vient impacter les différents acteurs économiques très directement, et donc mécaniquement, ils ont une couverture relative assez élevée de ces sujets. On peut voir, comme sur l'audiovisuel, un effort éditorial marqué différent entre les médias, avec des médias par exemple généralistes comme Le Monde, Libération, qui sont très élevés. Au sein de la presse régionale, un certain nombre de médias qui font des efforts, par exemple Nice Matin, et encore une fois, j'alerte sur le fait qu'il nous manque Ouest France. Et à contrario, en tête, en queue de peloton, on retrouve des médias, notamment à l'échelle nationale, comme Marianne ou le Journal du Dimanche. Plus récemment, on s'est intéressé, et on va continuer à le faire, à sortir des données un peu croisées. Tout ce qu'on mesure est très quantitatif et donne beaucoup d'indicateurs en tendance, en évolution, de comparaison, et donne déjà des angles intéressants, mais ne permet pas toujours de mesurer tous les efforts éditoriaux qui sont faits par les médias, notamment parce que le volume total d'articles est une chose, mais par exemple les articles qui sont mis en une est un facteur intéressant de à quel point l'environnement est mis à l'agenda. Donc on a fait une étude plus qualitative pour croiser avec nos données quantitatives, même si là on vous présente le côté chiffré de l'étude, à quel point les unes parues en 2025 contiennent un article, on mentionne un article qui traite des enjeux environnementaux. Et là, pour le coup, on peut voir des efforts aussi éditoriaux marqués. Donc Le Monde, par exemple, en moyenne, ont peut-être 10% de leurs articles qui parlent de sujets environnementaux, mais par contre on voit un effort éditorial extrêmement fort de mettre ces articles-là dans la une de leur journal. Désolé, ça va assez vite. Je prendrai les questions au fur et à mesure ou à la fin s'il y en a. Mais du coup, là, on attaque le dernier volet qui est donc sur l'audiovisuel, l'analyse de la désinformation climatique. Avec là quelques citations de ce qu'on a pu recenser dans la presse. Par exemple, sur CNews, c'est pas 1 degré qui va faire la différence. Sur France Info, le 14 août 2025, le réchauffement climatique est partiellement lié à la nature. Ou dans le Courrier Picard, les épisodes caniculaires sont un coup souvent gagné. Ça, c'est un cadrage qu'on revoit assez régulièrement, de dire que le réchauffement climatique a des effets positifs, par exemple sur l'agriculture dans une certaine région, parce qu'il permet de faire pousser telle ou telle chose. Petit temps d'abord, parce que c'est important de bien définir les termes. On entend souvent parler de désinformation, de mésinformation, de malinformation. En fait, ça, ce sont des notions qui ont des définitions très précises au niveau international, qui sont données par l'ONU notamment, mais un certain nombre d'organismes qui travaillent sur ces sujets. Nous, notre objectif, c'est de détecter la désinformation climatique de façon semi-automatisée, afin de cartographier les narratifs, locuteurs et médias dans lesquels on retrouve des séquences de désinformation. Qu'est-ce que la désinformation climatique? C'est un discours faux ou trompeur et à haut risque d'induire le public en erreur sur des faits avérés par l'état des connaissances scientifiques à propos du changement climatique et de l'action climatique. La mésinformation climatique, la différence, c'est l'absence de volonté démontrée du locuteur de nuire. C'est-à-dire que ça peut être une erreur, ça peut être quelque chose qu'on croit être vrai mais qui en fait est faux, ou une perméabilité à des récits trompeurs. Donc c'est-à-dire qu'on va rapporter la parole de quelqu'un, mais qui elle-même est fausse ou trompeuse au fruit du consensus scientifique. C'est ça le sujet de fond sur la désinformation. Donc nous, ce qu'on vient détecter au sein des médias,
Je suis désolé, il y a un micro. Je ne sais pas si c'est pour une question ou si c'est possible de le couper. Merci. Ce qu'on vient détecter au sein des médias, c'est de la mésinformation, puisqu'on ne peut pas et on ne vient pas juger de la volonté démontrée du locuteur d'induire les auditeurs en erreur. Par contre, et je le présenterai après, on regroupe nos séquences de mésinformation au sein de narratifs de désinformation, puisque quelque part, il y a une volonté d'induire en erreur en faisant infuser un certain nombre de narratifs de désinformation. Ce que notre étude a pu montrer, c'est que malgré ce qu'on peut entendre souvent, qui est que la désinformation n'existe que dans les réseaux sociaux, n'existe pas dans les médias traditionnels, on a détecté en 2025 en France, sur le périmètre d'information qu'on monitore, 665 cas de mésinformation qu'on a regroupés dans 19 narratifs récurrents de désinformation. Ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi ces narratifs, ils sont plutôt des narratifs qui relèvent de ce qu'on appelle le nouveau déni climatique, par opposition à l'ancien déni climatique, qui est de nier de l'existence du réchauffement climatique ou de l'origine anthropique du changement climatique. Le nouveau déni climatique va plutôt s'attaquer aux solutions ou aux messagers, pour dire que les solutions sont inefficaces ou plus généralement que le messager est biaisé ou lui-même propage de la désinformation. Le but étant évidemment de mettre en doute la faisabilité, l'efficacité et la légitimité des solutions de transition pour favoriser le statu quo. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, et tout est en ligne, encore une fois, sur le site de l'Observatoire. Mais donc on a identifié 19 narratifs de désinformation climatique, dont une grande partie qui concerne les solutions, et particulièrement l'énergie. Quand on s'intéresse à la répartition des séquences de mésinformation, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on constate l'explosion du nombre de séquences détectées, particulièrement à l'approche de moments politiques clés. Donc si ça fait écho au graphique de tout à l'heure sur les temps forts de 2025, mais ce qu'on a constaté l'année dernière, c'est que le nombre de cas de mésinformation ont explosé à l'approche de la consultation sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. En avril et en juin, à l'occasion du débat sur les ZFE, fin juin et début juillet, lors de l'examen en séance publique de la PPL Grémillet sur la programmation de l'énergie, et également lors de la PPL du plomb. Des pics ensuite un peu plus ponctuels, notamment à l'occasion des canicules ou d'un discours de Donald Trump qui a été repris assez largement dans certains médias. Là, le graphe a un peu sauté sur la droite. Mais donc, on peut aussi s'intéresser dans le détail à la cartographie des principaux médias audiovisuels face à la désinformation climatique. Bon, là, c'est un petit peu écrasé, mais ce qu'on peut voir sur l'axe horizontal, c'est la proportion de cas prononcés directement par des chroniqueurs ou des journalistes. Parce que ce qu'on est capable de faire dans la méthodologie, c'est non seulement d'identifier la séquence de mésinformation, labelliser de quel sujet elle traite, et signaler qui prononce la séquence de mésinformation. Puisque pour être catégorisé comme une séquence de mésinformation, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut que ce discours trompeur soit prononcé et ne soit pas remis en contexte dans le reste de la séquence. Ce qu'on constate, c'est que dans la majorité des cas, dans la majorité des médias, les séquences de mésinformation proviennent des invités, qu'ils soient politiques, chroniqueurs ou intervenants, qui vont exprimer donc un fait trompeur qui ensuite n'est pas remis en contexte par le journaliste ou par la personne qui cadre le débat dans le reste de la séquence par ou manque de temps ou manque de technicité. Et donc la majorité des cas que l'on détecte provient des invités. Cependant, on peut constater que sur certaines chaînes, et ça c'est beaucoup plus inquiétant à notre sens, les séquences de mésinformation sont prononcées directement ou par des chroniqueurs ou par des journalistes.
C'est particulièrement le cas sur les séquences qui ont été détectées chez LCI, RMC, Europe 1 et CNews. Donc ça, c'est sur l'axe horizontal. Donc plus le média est situé à droite, plus les séquences de mes informations ont été prononcées par des chroniqueurs et des journalistes. Et sur l'axe vertical, c'est vraiment le nombre de cas de mes informations identifiés par heure de programme dédié au changement climatique. Donc là, plus on est haut, plus on va désinformer parmi ces programmes-là. Et la taille de la bulle, c'est le nombre de cas total en absolu, mais comme le volume monitoré par chaîne n'est pas le même, c'est plutôt pour ça qu'on met en relatif. Et donc nous, ce qu'on constate, c'est que la plupart des médias de l'audiovisuel, principalement au sein de l'audiovisuel public notamment, sont ce qu'on appelle des remparts contre la désinformation climatique, avec certes des séquences qui peuvent exister, mais qui sont dans la majorité des cas prononcées par un invité politique ou non, mais qui n'ont pas pu être remises en contexte dans la séquence. Donc ça peut être un axe de travail des rédactions, de former les journalistes, de sensibiliser, de bien préparer le cadrage des débats pour se prémunir et être capable d'intervenir en live quand la séquence de mes informations est dite. Donc ce sont la plupart des médias qui ont peu de cas prononcés par les chroniqueurs et les journalistes et peu de cas au global rapportés au temps d'antenne. LCI, on le catégorise comme un vecteur permissif car en fréquence, en nombre de cas, il n'y en a pas souvent. Cependant, on trouve ça dangereux et inquiétant que ça soit prononcé majoritairement par des chroniqueurs et journalistes. Et Sud Radio, CNews, Europe 1 et RMC concentrent la majorité des cas de désinformation qui sont prononcés en France en 2025. Comment on peut agir maintenant qu'on a ces chiffres? Ce qu'on fait d'une part, c'est une veille médiatique et de mobilisation, avec beaucoup d'interpellations et décryptage de l'actualité, pour expliquer ce qu'est le consensus scientifique et pourquoi la séquence proposée ne respecte pas ce consensus, et également des interventions avec des saisines de l'ARCOM, l'autorité de régulation, qui ont généré aujourd'hui plusieurs rappels à l'ordre pour Sud Radio et une sanction de 20 000 euros pour CNews pour des propos climato-sceptiques qui n'ont pas été contredits à l'antenne, ce qui est une décision qui a été confirmée par le Conseil d'État en novembre 2025 et qui est une première en France qui pourra faire jurisprudence à l'avenir. Et en parallèle de cette veille médiatique et mobilisation, on intervient avec le travail de plaidoyer, qui est celui de Quota Climat, au niveau national, au niveau européen et au niveau international, avec la signature à l'occasion de la dernière COP, d'une déclaration internationale sur l'intégrité de l'information sur le changement climatique. Donc ça, c'est un certain nombre de leviers d'action que l'Observatoire nous permet aujourd'hui, et là, ça fait bien écho à tout ce qu'on fait chez Quota Climat, ce que vous avez dit au début. Le premier pilier est la production de données, notre deuxième pilier, notre veille médiatique et mobilisation, et enfin, le travail de plaidoyer. Pour conclure sur ces différents volets de nos travaux, on voulait donner ici quelques pistes de réflexion assez ouvertes dont on pourra débattre et discuter à la fin s'il nous reste un petit peu de temps, mais comment il est possible aujourd'hui de se mobiliser pour une information fiable et quels sont les leviers qui existent au niveau institutionnel, au niveau médiatique et aussi au niveau citoyen. Les axes sur lesquels on travaille, c'est par exemple le renforcement du rôle de l'ARCOM, faire de l'intégrité de l'information environnementale une priorité internationale, en disant que le changement climatique est une menace mondiale et que avoir accès à une information de qualité fiable sur ce sujet est une priorité. Et comme on l'a vu au tout début avec des exemples lors des événements climatiques extrêmes, c'est même dangereux potentiellement d'avoir de la désinformation. Un axe que je mentionnais au tout début, c'est la possibilité de soutenir les médias indépendants, et ça peut se faire en tant que citoyen. Comme je disais, 11% des Français payent pour de l'information, mais selon un autre sondage de l'ADEME, 40% seraient prêts à payer pour s'informer. Donc ça, c'est un axe intéressant de soutenir des médias indépendants qui produisent cette information fiable et vérifiée. Justement, ce sujet financement s'inscrit dans un sujet plus global de financement des médias, qui est évidemment le nerf de la guerre et qui pose des questions d'avoir accès pour les médias à un financement stable et pérenne dans le temps pour se lancer dans des changements un peu plus structurants, pour investir
à former, par exemple, ces journalistes aux enjeux environnementaux. Dans cette veine-là, il me paraît important de lutter contre la concentration économique des médias. C'est vrai que j'ai peut-être peu présenté cette distinction, mais ce qu'on voit au sein de l'audiovisuel, c'est que sur la couverture en quantité et en qualité avec le nombre de cadres des informations, l'audiovisuel public se détache assez largement de l'audiovisuel privé et à la fois a une meilleure couverture en quantité, mais aussi en qualité. Un axe qui est intéressant, c'est de soutenir la presse locale. J'ai eu l'occasion de mentionner plusieurs fois à quel point la presse régionale permettait de mettre à l'agenda certains sujets environnementaux très locaux forcément, et au bout d'un moment de les faire infuser à une échelle plus nationale. Enfin, renforcer l'intégrité publique et institutionnelle. Côté médias, ce qui est possible de faire et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de renforcer la déontologie journalistique avec le CDJM, travailler de pair avec les rédactions pour comprendre aujourd'hui quelles sont leurs contraintes, leurs besoins et voir ce qu'il est possible de faire pour les aider, continuer ce travail de formation continue des journalistes qu'un certain nombre de rédactions ont mis en place. Et enfin, un dernier volet, ce serait l'éducation aux médias et à l'information et le travail sur le fact-checking et sensibiliser un peu plus largement sur la manière de s'informer et de vérifier une information, non seulement principalement sur les réseaux sociaux, mais aussi prendre le réflexe de le faire à une échelle de médias, puisqu'on peut voir que certains médias sont permissifs à des narratifs de désinformation. Voilà pour moi aujourd'hui, et je repasse la main à Mégane, et je vais voir du coup dans le chat les différentes questions. Enfin, je sais pas d'ailleurs, Mégane, peut-être si tu Merci. veux reprendre la main maintenant Oui, ou répondre aux je vais questions. reprendre la main, comme ça j'essaie d'être brève en 5 minutes et ensuite on passe aux questions-réponses. Merci en tout cas Arnaud pour cette superbe présentation de tout ce que vous faites chez Cota Climat et ça fait un super lien par rapport à tout ce que tu parlais là en termes de mise en action pour lutter contre la désinformation climatique, notamment sur l'éducation aux médias à l'information, puisque on souhaitait aussi, pour passer à l'action en classe ou avec des jeunes, vous proposer un cas plus pratique avec la présentation du programme Jeunes Reporters pour l'environnement, pour lequel je travaille et qui fait partie de l'association Terre Agir. C'est un programme qui est au croisement de l'éducation aux médias, à l'information et de l'éducation au développement durable, qui s'adresse à tous les jeunes de 11 à 25 ans, que ce soit dans le cadre scolaire ou extrascolaire, et qui va avoir pour objectif donc de développer l'esprit critique de ces jeunes et leur engagement citoyen, ainsi que leur pouvoir d'agir, via la réalisation de reportages audio, vidéo ou écrits, en lien avec les objectifs de développement durable et dans l'esprit du journalisme de solution, qui est donc une pratique journalistique que nous, on pousse dans le cadre du programme Jeunes Reporters pour l'environnement et qui va venir mettre l'accent sur des initiatives locales concrètes qui sont mises en place par des acteurs et des actrices parfois pas très loin de chez nous. Et donc, on va venir voilà, pousser dans ces reportages la mise en lumière de ces initiatives avec un travail derrière très rigoureux de recherche, d'interviews sur le terrain. Et donc, voilà, de vraiment venir aller chercher ses sources, faire du fact-checking, croiser des avis, savoir différencier un fait d'une opinion. C'est tout ce que propose ce programme aujourd'hui. Si tu peux juste passer sur la slide d'après, où donc pour permettre cela, on va avoir un accompagnement annuel qui va se composer de formations qu'on propose un peu toute l'année, dont des webinaires méthodologiques qui vont venir expliquer la méthodologie du programme, mais aussi thématiques comme celui qu'on a aujourd'hui, des interventions dans les écoles ou encore des masterclass avec des partenaires à nous. Cette année, on a organisé 2 masterclass avec France Télévisions sur l'éducation aux médias à l'information avec un journaliste de chez eux, Sébastien Thomas, et également donc un accompagnement personnalisé en fonction des besoins à différents moments de l'année.
On va produire aussi des outils pédagogiques pour accompagner et faire monter en compétence nos porteurs de projets, donc via la production de guides, de manuels, de tutoriels, de ressources, voilà, pour pouvoir aussi rentrer dans le détail et permettre l'acquisition de certaines compétences. Et enfin, on va aussi permettre une mise en réseau internationale de jeunes reporters, puisque GRE fait partie de la Foundation for Environmental Education, qui est donc un réseau qui va développer le programme dans plus de 45 pays. Et organiser un concours au niveau international. Et donc, ça nous permet, nous aussi, de pouvoir mettre en lien des jeunes à travers le monde entier. Euh, Merci beaucoup Arnaud. En plus de tout cet accompagnement annuel, on propose aussi un concours, donc qui est l'activation, le temps fort du programme, et qui va venir récompenser les meilleurs reportages qui auront été produits tout au long de l'année. Donc comme je disais, des reportages dans l'esprit du journalisme de solution en lien avec les objectifs de développement durable, avec 3 formats au choix, écrit, audio ou vidéo, avec des gabarits bien précis à respecter. Et les participants sont répartis en 4 catégories d'âge, les 11-14 ans, les 15-18 ans, et pour les 19-25 ans, on les a redivisés en 2 sous-catégories, ceux qui suivent une filière de journalisme et ceux qui ne suivent pas une filière journalistique. Et donc, comme je le disais, ils sont libres de pouvoir participer au concours seuls ou en groupe, que ce soit dans le cadre scolaire, via un projet de classe par exemple, ou extrascolaire, accompagnés de leurs parents, d'associations, de missions locales, MJC. Voilà, c'est vraiment au choix et ouvert à tous. Et tous ces reportages, nous, on va les recevoir et les soumettre, et c'est sur la slide juste après, à un jury composé de journalistes et d'experts du développement durable qui vont venir évaluer les reportages et récompenser les lauréats par catégorie. Cette année, donc, la présidente du jury est Mathilde Gracia, une journaliste environnement de France Télévisions. Et elle est accompagnée de nombreux de nos partenaires financiers et techniques, donc une dizaine de membres, et qui vont venir remettre des prix allant de 150 à 500 euros en fonction des catégories d'âge. Donc 12 prix sur le concours général et 4 prix sur les mentions spéciales. Les mentions spéciales, c'est une thématique qu'on va mettre en avant chaque année, venir vraiment pousser avec tout plein d'outils pour pouvoir se lancer dans un reportage autour de cette thématique. Cette année, c'est la sécurité alimentaire. Et donc, on a des prix complémentaires en lien avec cette mention spéciale. Et tous les lauréats sont automatiquement inscrits, tous les lauréats France sont automatiquement inscrits au concours international dont je vous parlais juste avant, qui est donc le concours porté par la Foundation for Environmental Education. Simplement, avant de m'arrêter là, puisque je vois l'heure qui tourne, en termes de calendrier, on a un calendrier qui est à peu près le même chaque année. Là, l'appel à projet a été ouvert de septembre à mi-mars. Aujourd'hui, on est en train d'analyser tous les reportages reçus. Donc, il est un peu tard pour participer, mais par contre, si vous êtes intéressé, vous pourrez participer pour la rentrée prochaine. Et ensuite, le jury se réunit autour de la mi-avril, statut sur les lauréats, et ensuite, nous, on organise une cérémonie de remise des prix pour tous les lauréats qui auront participé au concours et gagné au concours, et qui a lieu en général début juin. Voilà pour le programme et le concours Jeunes Reporters pour l'environnement. Peut-être qu'on peut passer aux questions pour se laisser un temps d'échange quand même avant de se quitter. J'avais vu passer une question, Arnaud, tout à l'heure. Peut-être que tu peux enlever la Ouais, présentation, comme ça tu pourras aussi voir ouais. les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Il y avait une question d'Albine qui demandait, est-ce qu'il existe des journalistes spécialisés dans l'environnement dans chaque rédaction? Ouais. Très bonne question. Et la réponse est que ça dépend. Ça dépend beaucoup des rédactions, ça dépend des médias, de la taille du média, et même au sein
principaux groupes, l'organisation dans la rédaction est tout à fait différente. Donc, on va, on va un peu segmenter ça. Quand on travaille avec la presse régionale, c'est souvent des rédactions qui sont assez petites. Donc, il n'y a pas de journalistes environnement à proprement parler. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup des journalistes qui, sur leur temps parfois libre, vont eux-mêmes travailler des sujets environnement parce qu'ils ont envie de pousser ça. Et même si c'est pas dans leur prérogative initiale, ils ont envie de publier un certain nombre d'articles. Donc ça, c'est dans les plus petites rédactions. Dans les rédactions un peu plus grandes, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir ou des journalistes environnementaux dédiés, et alors là, ils peuvent être ou dans un pôle environnement à part, ça c'est plutôt le cas de très grosses rédactions, par exemple Ouest France, ou les premiers à l'international qui l'ont fait, c'est le New York Times, ou des journalistes environnement qui vont être inclus dans des rédactions spécialisées. Donc par exemple, pour les JT d'information, on va avoir des équipes assez dédiées par secteur et thématique, et donc il y a la possibilité d'avoir des journalistes environnement qui sont inclus dans chaque thématique pour toujours donner le volet environnemental pour traiter le sujet. Donc voilà, il y a tous les cas de figure qui sont possibles. Des rédactions qui n'ont pas de journalistes environnement, mais de manière proactive, des journalistes vont mettre à l'avant des sujets environnementaux. Des rédactions qui ont des journalistes environnementaux et qui vont en faire ou un pôle dédié ou les disséminer un peu au sein des différentes rédactions pour donner l'angle transversal de l'environnement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a Christine qui doit nous quitter. Merci beaucoup. Hum, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Ah, si, on a une question d'Isabelle qui nous demande si mêle-t-on souvent météo plus climat? Euh, alors, effectivement, je ne sais pas si c'est dans le traitement, c'est dur d'avoir des chiffres. C'est pas un cadrage où je peux vous présenter vraiment des chiffres globaux qu'on mesure sur le nombre de fois où on parlait de météo et de climat. Ce qu'on constate de manière qualitative sur le cadrage, c'est qu'effectivement beaucoup de médias vont parler d'événements climatiques extrêmes, que ce soit la canicule, les inondations, sans recontextualiser euh, dans le contexte du changement climatique ou parler des causes ou des solutions. Donc souvent, dans le traitement médiatique qui est fait de ces événements, on va surtout se concentrer sur les conséquences avec aussi des cadrages très particuliers qu'on imagine, enfin qu'on voit tous au sein des JT, de il fait 25 degrés au mois de janvier, on voit des gens à la plage en train de manger une glace, très contents, sans recontextualiser le changement climatique. Cependant, c'est quand même un effort qui est de plus en plus fait. En tout cas, on constate une amélioration sur ce traitement avec, à minima, une petite phrase au début ou fin de reportage, qui est certes le strict minimum, mais qui est déjà un effort de rajouter cette notion de climat, de dire que cet événement s'inscrit dans un contexte plus large de changement climatique. Cet effort qui est d'ailleurs qui a été pris en main notamment par France 2 quand ils ont créé la météo climat, le journal de la météo climat, qui est maintenant intégré au journal, versus avant le bulletin météo qui était séparé, où maintenant ils vont mêler la météo court terme à la semaine qui arrive, mais en remettant à chaque fois la question d'un auditeur ou d'une auditrice sur un enjeu climatique plus large, et donc en appelant à faire souvent la distinction entre météo et climat. Et d'ailleurs, ça fait lien avec ce sujet, mais Sébastien Thomas, qui est journaliste chez France Télévisions et qui a donc animé des masterclass qu'on a organisées chez France Télévisions, lui présente le journal Météo Climat sur France Télévisions, qui est pour le coup un journal météo qui informe sur les conséquences directes du changement climatique sur la météo. Donc c'est une manière assez innovante et assez intéressante de présenter le journal météo aujourd'hui sur une chaîne, sur on va dire des chaînes grand public.
Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, Arnaud, pour ce soir. Eh bien, n'hésitez pas si en tout cas vous avez besoin de plus d'informations, que ce soit sur Quota Climat ou Jeunes Reporters pour l'Environnement. On se fera un plaisir d'y répondre avec Arnaud. Merci à tous pour votre présence. On vous enverra le replay si ça vous intéresse. Et puis, à bientôt, on espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci Arnaud. Au revoir.